Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et comme tous les mardis, nous sommes en compagnie de Stu Cadwell, chef des actions mondiales chez RBC Gestion mondiale d'actifs, pour le mardi de Stu. Stu, comment allez-vous? Un instant, je ne suis pas Stu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est Sarah Riopel. Oui, c'est moi. Stu était occupé. Il m'a envoyé à sa place. Eh bien, ce sera un mardi de Sarah à la place. Je suis à une conférence à Vancouver aujourd'hui et tout le monde me pose la question, quand est-ce que Sarah va revenir? Moi, je réponds, mais elle est là toutes les semaines, non? Non, ça doit faire 6 mois qu'elle n'est pas venue. Si longtemps que ça? En tout cas, ça fait quelques mois. Alors, c'est formidable de vous avoir parmi nous. Stu est à New York à la recherche d'or ou d'autres bonnes idées en matière d'investissement. Sarah Riopel, bien sûr, est responsable de toutes les solutions de portefeuille chez RBC Gestion mondiale d'actifs. C'est l'une de nos invitées préférées, l'une des préférées de nos auditeurs, car elle sait donner un bon aperçu de tout ce qui se passe et expliquer comment cela s'articule pour fabriquer le meilleur portefeuille possible. C'est son métier. Elle construit ses excellents portefeuilles et nous espérons que vous investirez avec elle ou qu'elle pourra vous guider sur les points à prendre en compte si vous le faites vous-même. Alors, Sarah, merci d'être venue. C'est un plaisir. Disons-le, ça a été plutôt calme dans le monde économique mondial, n'est-ce pas? Il ne se passe pas vraiment grand-chose? Non, pas du tout. On devrait peut-être parler plutôt du chaos qui règne dans ma propre vie. Mon fils se marie dimanche. Je ne sais pas si vous avez déjà organisé un mariage, mais c'est l'enfer. Je ne sais pas ce qui est plus stressant, organiser un mariage ou bien la situation économique et boursière mondiale. De quoi voulez-vous parler? J'allais justement vous demander comment il se débrouillait au lycée. Et voilà qu'il se marie. Oui, vous avez manqué quelques années, on dirait. Apparemment. Mais vous avez l'air plus jeune que jamais et c'est peut-être une bonne chose au final qu'un enfant se marie. Ça va peut-être me rajeunir de quelques années. On verra bien. Mais merci, vous avez toujours la bonne chose à dire. Oui, eh bien, j'anime aussi une balado sur l'organisation des mariages. Vous pouvez vous connecter, vous inscrire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la balado sur l'économie et le marché. Alors, restons-en là. Oui, concentrons-nous là-dessus. Vous savez, je viens assez souvent à cette émission, je décris ce qui se passe dans l'économie, je répète qu'il y a beaucoup de risques, mais aussi des opportunités, et c'est encore vrai aujourd'hui. Des risques se profilent à l'horizon. L'administration américaine continue de mettre en œuvre ses plans et ses politiques qui ont tendance à changer d'une semaine à l'autre, ce qui provoque une volatilité des marchés. Le thème de l'IA continue d'influencer les résultats sur les marchés, en particulier le marché américain. Nous avons également constaté que la forte hausse du prix de l'or stimulait le marché canadien. Les taux d'intérêt sont passés de 4,5 à 4 %. Tout semble marcher pour le moment. Les actions sont en hausse, tout comme les obligations, ce qui se traduit par de bons rendements pour les fonds équilibrés. Dans l'ensemble, l'année a été plutôt bonne pour les investisseurs. Mais qu'en est-il de l'avenir? Il y a certains risques auxquels il faut commencer à prêter attention, notamment le risque de valorisation sur le marché boursier, en particulier aux États-Unis, où les rendements sont tirés par les valeurs technologiques liées à l'IA, et un certain risque de valorisation au Canada, où les rendements sont largement tirés par l'or et les banques. Cette situation est-elle viable à l'avenir? Nous avons récemment eu des nouvelles concernant les banques régionales aux États-Unis. Le président Trump a évoqué des droits de douane sur la Chine. Compte tenu des niveaux de valorisation actuels, il semble qu'il faille peut-être se montrer un peu plus prudent quant à l'évolution de la situation au cours des 3 à 6 prochains mois. Dans cette optique, nous avons réduit la pondération de nos actions à la fin de la semaine dernière. Nous avons toujours une légère surpondération des actions par rapport aux obligations, mais elle est légèrement inférieure à celle de la semaine dernière car nous avons voulu prendre quelques bénéfices sur ces positions et nous rapprocher un peu plus de la neutralité compte tenu de ce que pourraient réserver les prochains mois. C'est intéressant. Tout d'abord, vous retirez une partie de votre argent des actions pour le placer dans liquidité. Pour les auditeurs, je mets les choses en perspective. Lorsque Sarah retire 1% des actions, cela représente des milliards de dollars.
C'est un pourcentage minime, mais ça reste tout de même un mouvement très important. Mais cela met également en évidence, dans le portefeuille de n'importe qui, en fait, l'idée qu'il n'est pas nécessaire de passer de 67% d'actions à zéro, disons. Vous pouvez passer, comme vous l'avez fait, de 65 à 66, puis à 67%, et profiter de cette surpondération de 2% lorsque le marché est vraiment en hausse, puis être un peu plus prudent et revenir à 66%. Vous n'avez pas besoin des grands élans au bâton dans un sens ou dans l'autre. Il suffit parfois d'ajuster légèrement le portefeuille et puis vous attendez que la croissance et l'appréciation récente des actions vous propulsent à un niveau supérieur. Vous réduisez donc légèrement votre position, mais l'idée générale lorsque vous gérez un portefeuille, c'est d'être vigilant, d'agir régulièrement, sans pour autant prendre de risques inconsidérés. Parfois, il s'agit juste d'un peu d'ajustement dans les détails. Hein? Est-ce que j'ai raison dans ce sens? Oui, merci de faire référence au baseball. Go, go, les Blue Jays! Mais il ne s'agit pas d'essayer d'aller au marbre et de frapper un coup de circuit à chaque fois. Vous voulez frapper des simples et des doubles de manière constante au fil du temps et vous serez en mesure de marquer des points et d'obtenir des résultats pour le compte de vos clients. Oui, comme vous le dites, il y a les avantages et les inconvénients de détenir des actions. On souhaiterait pouvoir conserver des actions et être même légèrement surpondéré, mais comme vous le dites, les risques ont changé. Vous avez mentionné tous les risques. Cela vous amène donc à retirer un peu de la table et puis à prendre du recul et à observer la situation. Oui, et si certains de ces risques se résorbent d'eux-mêmes ou s'avèrent être des fausses alertes, on dispose de liquidités qu'on pourrait réinvestir dans le marché boursier si certains de ces nuages se dissipaient. Si les risques deviennent plus aigus ou évidents, nous pouvons alors retirer la pondération supplémentaire en actions et revenir aux liquidités. Il s'agit d'être actif, de tout surveiller en permanence, et de revoir constamment les hypothèses et vos prévisions lorsque de nouvelles informations sont disponibles afin de déterminer si le positionnement actuel est toujours pertinent. Pour rester dans le thème de l'organisation d'un mariage, mais en l'intégrant à votre approche du portefeuille, nous avons reçu une question de l'auditrice Karen McNally. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit lorsque vous examinez tous les risques qui pèsent en ce moment? Quelle est votre plus grande préoccupation? Vous avez mentionné des inquiétudes concernant les prêts accordés par les banques américaines. Vous avez mentionné que l'administration Trump est une source de préoccupation constante sur plusieurs fronts, les droits de douane par exemple. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit à part le mariage de votre fils? Je pense qu'en ce moment, ce sont probablement les valorisations sur le marché boursier américain. Il existe un concept sur les marchés appelé le prix à la perfection. Et en ce moment, il semble que le marché boursier américain soit évalué à la perfection. Tout doit se passer très bien en ce moment pour justifier les valorisations et les niveaux actuels. Très souvent, ces marchés haussiers peuvent fonctionner pendant un certain temps à ces niveaux de valorisation élevés, mais lorsqu'ils décident de changer de direction, ils peuvent le faire rapidement et cette correction peut se produire assez vite aussi. Il s'agit simplement de surveiller en permanence ce qui se passe et d'essayer de protéger autant que possible les actifs de nos clients face à cette volatilité potentielle à venir. Mais il faut ensuite prendre du recul et se dire qu'il s'agit d'une correction à court terme des marchés. Cela ne devrait pas affecter les objectifs d'investissement à long terme de nos clients. Il faut trouver un équilibre entre le court terme et le long terme. Beaucoup d'entre nous et de nos clients, d'ailleurs, investissent dans une perspective à long terme et ils doivent donc se concentrer sur ce qu'ils doivent gagner au cours des 10, 15 ou 20 prochaines années sans trop se focaliser sur ce qui va se passer à court terme.
Je veux toujours être prudente. Nous avons toujours ces discussions et nous parlons de ce qui se passe sur les marchés, de vos perspectives à court terme sur les marchés. Mais vous devez toujours vous assurer de trouver un équilibre entre cela et les besoins à long terme du portefeuille. À court terme, je m'inquiète des valorisations sur le marché des actions, mais cela ne signifie pas qu'à long terme, je vais me détourner des actions, car je continue de croire qu'il faut une allocation assez importante en actions à long terme pour pouvoir générer les rendements nécessaires pour atteindre vos objectifs de retraite ou quels que soient vos objectifs. Oui, nous en avons déjà parlé. Les marchés étant à des niveaux élevés, ils indiquent assez clairement que dans un an, l'économie sera probablement un peu meilleure qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt seront un peu plus bas, mais même sur ce front, ils peuvent aller trop vite. Et c'est, je suppose, la préoccupation que vous exprimez. Exactement, il s'agirait plutôt d'une consolidation ou d'une correction où les bénéfices que nous prévoyons devraient rattraper les valorisations actuelles. Il pourrait donc s'agir simplement d'une pause, il pourrait y avoir une légère correction, quelque chose de ce genre, puis les marchés pourraient continuer à progresser à partir de là. Il s'agit simplement de permettre aux fondamentaux de rattraper le niveau actuel des marchés. Nous parlons des actions liées à l'IA, des actions technologiques aux États-Unis et des niveaux de valorisation. Contrairement à la crise technologique d'il y a quelques décennies, cette fois-ci, il s'agit d'entreprises très solides qui ont des bases de bénéfices très solides. Nous intégrons, ou plutôt le marché intègre, une croissance des bénéfices assez importante, mais il est possible qu'elles atteignent ces niveaux de croissance. Lors de l'effondrement du secteur technologique, des valorisations élevées avaient été accordées à des entreprises qui n'avaient aucun bénéfice. Cette fois-ci, nous accordons des valorisations élevées à des entreprises qui ont enregistré une croissance assez forte de leurs bénéfices ou des bénéfices historiques qui ont de bonnes perspectives à l'avenir. Il s'agit simplement de savoir à quoi ressemble ce chiffre de croissance des bénéfices et combien vous êtes prêt à payer pour cela aujourd'hui. Cela semble un peu exagéré, mais pas déraisonnable. C'est tout simplement remarquable quand on regarde ces 7 magnifiques. Comme vous le dites, avec les valorisations actuelles, la notion de prix à la perfection. Les objectifs sont ambitieux, les attentes sont très élevées, mais ces entreprises continuent à les atteindre. Mais à un moment donné, ça va devenir trop difficile et c'est ce que l'on constate à chaque correction, n'est-ce pas? Oui, exactement. Beaucoup de gens, de clients et d'argent se ruent sur ces actions parce qu'ils ont peur de passer à côté, ce qu'on appelle le FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Et donc, à mesure que de plus en plus d'argent va se ruer sur ces actions très performantes, vous allez pousser ces valorisations à un extrême qui ne sera plus tenable. Il y aura un point de rupture à un moment donné, on ne l'a pas encore vu, mais je pense que cela va se produire probablement au cours des prochains trimestres. Sarah, si nous restons sur les actions encore quelques minutes, où êtes-vous surpondéré ou sous-pondéré dans cette légère surpondération des actions? Oui, c'est une excellente question. Lorsque nous avons réduit la pondération des actions la semaine dernière, nous avons retiré tous les titres canadiens et américains, car c'est là que nos plus grandes préoccupations se situent en matière de valorisation. Nous avons retiré 1% des actions, dont la moitié provenait du Canada et l'autre des États-Unis. Nous sous-pondérons donc désormais les États-Unis et légèrement le Canada, et nous surpondérons l'Europe, l'Asie et les marchés émergents, car nous pensons que les valorisations y sont meilleures, les perspectives plus favorables et les prix moins élevés. Très bien. Et si vous n'êtes pas un auditeur régulier, vous pouvez vous abonner, nous trouver sur YouTube, nous donner un pouce en l'air, une note de 5 étoiles. Dave Lambert, responsable des actions européennes chez RBC Gestion mondiale d'actifs, était présent la semaine dernière et a parlé des opportunités en Europe, qu'il ne s'agit plus seulement de chars d'assaut et de banques, comme on dit, et comme cela a été le cas pendant un certain temps, il y a un élargissement des marchés européens. C'est intéressant. On recevra quelqu'un pour parler des actions des marchés émergents dans un avenir proche. Nous surpondérons donc légèrement l'Europe, les marchés émergents, l'Asie, et nous sous-pondérons le Canada et les États-Unis. Passons maintenant au marché obligataire. La Fed fera sa prochaine annonce la semaine prochaine. On s'attend à ce qu'elle réduise les taux de 25 points de base. Il y a une petite chance qu'elle aille un peu plus loin. D'autres baisses de taux sont à prévoir pour le reste de l'année et l'année prochaine. Nous avons vu le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans passer sous la barre des 4%, juste un peu en dessous. Il se situe donc autour de 4%. Et là encore, les marchés boursiers vous indiquent que l'économie devrait se porter plutôt bien au cours des 12 prochains mois. Comment cela s'inscrit-il dans le marché obligataire lorsque vous examinez les obligations d'État ou vous regardez dans les niveaux de crédit plus risqués au sein du portefeuille?
Nous avons notre réunion stratégique trimestrielle dans 2 semaines. Nous aurons donc des nouvelles de l'équipe chargée des titres à revenus fixes, ce qu'on y voit. À ce stade, je ne vois pas beaucoup de changements dans les prévisions par rapport à ce que vous venez de résumer, à savoir quelques baisses de taux de la Fed à l'horizon. La baisse des rendements obligataires à 4 % est un peu étonnante pour nous. Nous nous attendons à ce que les rendements remontent, mais pas de manière significative. Lorsque nous avons pris la décision de vendre ou non des actions, et si nous le faisions, où devrions-nous placer le produit de cette vente? Eh bien, nous avons décidé de le placer en liquidité. D'une part parce que nous ne voulions pas vraiment acheter des titres à revenus fixes avec un rendement de 4 % et d'autre part parce que nous voulions disposer de liquidités pour pouvoir les réinvestir sur le marché à un moment donné dans le futur si, comme je l'ai dit, certains des risques qui se profilent à l'horizon venaient à se résoudre. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu réduire la pondération des actions est qu'il y a des signes précurseurs de tension potentielle sur le marché. Le terme tension est peut-être un peu fort. Il existe également certains risques à l'horizon sur le marché de crédit que nous voulons surveiller. À l'heure actuelle, le rendement fixe est un domaine dont l'issue est encore incertaine et nous aimerions examiner les obligations d'État, c'est certain, voir comment évoluent les niveaux de rendement, voir ce que fera la Fed la semaine prochaine, tout en gardant un œil aussi sur les écarts de crédit. Oui, eh bien, pendant environ 1 an, si vous regardez les obligations d'État et les obligations à 10 ans, les transactions semblaient bien faciles à faire. Vous l'avez fait plusieurs fois lorsque les obligations à 10 ans ont dépassé 4,5, 4,6, 4,7 %. Vous avez acheté, puis redescendre à 4,20 ou 4,25, vous vendiez, puis de remonter, de redescendre. Maintenant que nous sommes tombés à 4 %, allons-nous entrer dans une nouvelle fourchette ou s'agit-il simplement d'un autre exemple de l'incertitude qui règne en ce moment sur les marchés? Oui, peut-être s'agit-il d'une fourchette plus large. Elle est plutôt comprise entre 4 et 4,5 %. L'autre sujet dont nous n'avons pas parlé est celui des titres à haut rendement. Nous avons quelques inquiétudes concernant le marché des titres à haut rendement. C'est pourquoi nous avons des niveaux très faibles de titres à haut rendement dans les différents portefeuilles en raison du risque potentiel qui se profile sur ce marché. Oui, et là encore, vous vous retrouvez dans une situation largement équilibrée, vous êtes légèrement surpondéré en action. Pensez-vous que les baisses de taux de la Fed auront un effet positif ou négatif sur les actions? Je suppose que les prévisions du marché tablent sur 2 baisses supplémentaires cette année, donc la semaine prochaine et une autre avant la fin de l'année, puis 3 ou 4 l'année prochaine. Alors, pensez-vous que cela sera finalement bénéfique pour les actions ou est-ce le signe de problèmes économiques et de bénéfices qui vous posent de réels problèmes en termes de valorisation? J'aimerais beaucoup connaître la réponse à cette question, Dave. Il est très difficile de sonder le sentiment du marché en ce moment car, comme vous le soulignez, une baisse des taux par la Fed signifie qu'elle s'inquiète pour l'économie et qu'elle tente donc de prendre les devants, ce qui devrait entraîner une baisse des cours boursiers. Des taux d'intérêt plus bas sont bons pour les actions, on le sait, nous devrions donc avoir des niveaux de valorisation plus élevés. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment où cela va nous mener. C'est peut-être en partie cette incertitude qui nous pousse à réduire la pondération des actions. On dit toujours « Ah bien, cette fois-ci, c'est différent ». Au cours des 12 derniers mois, la réaction du marché boursier à l'égard de la Fed, de ce qu'elle a fait ou n'a pas fait, de ce qu'elle a laissé entendre qu'elle allait faire, a été quelque peu chaotique, tant dans l'anticipation de l'événement que dans la réaction à l'événement lui-même. Alors, que je m'attendais à ce que le marché soit en baisse aujourd'hui, il s'avère qu'il est en hausse, et c'est le contraire qui s'est produit. Alors pour moi, c'est juste un signal, pour revenir à notre conversation précédente, qui explique pourquoi nous maintenons ces paris assez serrés, car nous sommes très humbles quant à notre capacité à prédire ce qui se passe sur les marchés. Nous maintenons notre budget de risque assez faible, nous essayons d'être très actifs avec de petits paris afin de générer de l'alpha. Je pense que c'est Stu Kedwell, il a dû emprunter ça à Warren Buffett, qui dit « Préparez-vous, ne prédisez pas ». Je crois que c'est ce qu'il a dit, non?
Ne prédisez pas, préparez-vous. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Je n'essaie pas de prédire comment le marché va réagir aux mesures prises par la Fed, à l'évolution des graphiques en points ou à la conférence de presse qui va suivre la réunion, mais je vais me préparer à chaque éventualité en fonction de la réaction réelle du marché aux nouvelles concrètes. Oui, et c'est ce que je dis aux investisseurs et aux conseillers lorsque je suis en déplacement, comme cela m'arrive souvent. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il est essentiel de se concentrer sur le long terme dans une période comme celle-ci. Il y a une semaine et demie, vendredi, le président a fait un commentaire qui a fait perdre plus de 1000 milliards de dollars sur le marché en termes de valorisation avec les fluctuations des marchés ce jour-là. Je pense que c'est même près de 2000 milliards de dollars. Si vous vous concentrez de manière un peu myope sur tout ce qui se dit chaque jour et sur les fluctuations, une déclaration vendredi qui fait baisser les cours, suivie d'une autre le week-end qui fait marche arrière, et on ne sait toujours pas exactement comment les choses vont évoluer. Le marché s'est un peu redressé. Il faut prendre du recul et se dire que cette discussion qui a lieu en ce moment pourrait avoir un impact à court terme. Mais dans 10 ans, je ne m'en souviendrai probablement même plus et le marché sera probablement plus élevé. C'est ainsi qu'il faut envisager l'investissement face à ce type d'incertitude. Et lorsque des commentaires isolés ou des décisions politiques ponctuelles influencent autant les marchés, il faut prendre du recul. Comme vous le dites, cela signifie qu'il ne faut pas faire de gros paris, mais plutôt de petits paris et tirer parti des fluctuations à court terme tout en se concentrant sur la manière de gagner de l'argent à long terme. Oui, j'essayais d'éviter d'aborder ce sujet, mais puisque vous en parlez, il est très difficile d'anticiper la réaction du marché aux événements en raison de la capacité du président Trump à influencer le marché et du fait qu'il réagit de manière assez significative, disons, à ces déclarations. Il fait une déclaration, puis observe la réaction du marché, puis si le marché va trop loin dans la mauvaise direction, comme ce fut le cas vendredi dernier, il revient le lendemain, revient sur ses propos et dit que non, il ne va pas imposer des droits de douane de 100% à la Chine. Le marché réagit alors dans l'autre sens. Cette volatilité que nous observons, c'est incroyable. L'influence ou l'impact que la voix d'une seule personne peut avoir sur les marchés mondiaux. C'est pourquoi il est aujourd'hui très difficile de prédire comment les marchés vont réagir, même à des événements tels que ceux liés à la Fed. Pour revenir à votre remarque précédente, à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, nous préférons constituer des portefeuilles résilients, capables de générer des rendements pour nos clients dans n'importe quel scénario, n'importe quelle situation ou événement sur les marchés. Nous nous concentrons sur les résultats à long terme. Voyons si nous pouvons tirer parti de la volatilité à court terme lorsqu'elle se présente, mais limitons un peu nos paris afin que lorsqu'on se retrouve du mauvais côté de l'un de ces paris à cause d'une de ces déclarations, nous ne causions pas de dommages permanents au portefeuille. Ouais, je ne voulais pas donner une tournure politique à cet épisode car nous ne faisons pas de politique ici. Il existe de nombreuses balados politiques si vous recherchez ce type de contenu. Tout comme il existe de nombreuses balados sur l'organisation des mariages. Vous trouverez tout plein de podcasts politiques. Ils sont disponibles si c'est ce que vous souhaitez. Mais que vous aimiez Trump ou pas, et je suis sûr qu'il y a des auditeurs des deux côtés de la clôture, vous devez considérer la présidence par rapport aux autres présidents que nous avons eus et vous dire que celle-ci est simplement plus active, disons. Plus active sur le plan tactique, avec plus de tiraillements. Des choses sont dites ou faites ou des changements de position presque quotidiennement, voire toutes les heures. Ce n'est pas nouveau qu'un président ou un gouvernement puisse avoir un impact sur les marchés à court ou à long terme avec sa politique. Non, ce n'est pas nouveau. C'est juste l'hyperactivité de cette administration qui est un peu différente et je pense que les marchés sont encore en train de s'y habituer. Oui, c'est aussi un président qui a une affinité, un intérêt particulier pour le marché boursier, ayant été un homme d'affaires au cours de sa carrière, contrairement à d'autres présidents que nous avons eus aux États-Unis, qui n'avaient pas le même intérêt et la même attention, je dirais. Il s'agit donc simplement du marché boursier et du comportement du marché boursier qui sont importants pour lui. Il est donc beaucoup plus attentif aux commentaires qu'il fait et il est beaucoup plus attentif au marché et à l'impact que ces commentaires vont avoir.
Oui, c'est un environnement vraiment intéressant, mais comme vous le dites, il faut prendre du recul et je pense que c'est vraiment très important. Encore une fois, nous commençons à examiner les chiffres sur 10 ans des marchés, ils sont excellents. Nous examinons les chiffres sur un an. Cela a été une bonne année pour les investisseurs, tant en actions qu'en obligations. Et je pense que cela a été une bonne année en particulier pour les personnes qui ont investi dans des portefeuilles comme ceux que vous gérez. Ne vous concentrez pas sur les fluctuations quotidiennes. Laissez quelqu'un comme Sarah Riopel s'en occuper. Elle possède l'expertise, la formation, l'expérience pour le faire. Réfléchissez plutôt à long terme à la position que vous souhaitez adopter pour que votre portefeuille soit performant. Parfait, je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous avez bien résumé la situation. Eh bien, j'ai essayé. Vous vous êtes assuré que je comprenne que vous subissez une pression énorme en ce moment avec toute l'organisation du mariage, même si vous êtes la mère du marié et non de la mariée. Moi, j'ai 2 filles. Je veux dire, ça va être difficile. Le gars, lui, n'a qu'à se présenter le jour du mariage, non? Vous ne devriez pas trop avoir à vous impliquer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. Mais c'est gentil de me le suggérer. Je suis un peu plus âgé que vous, je me souviens d'une autre époque. Ah oui, le bon vieux temps, non, le monde n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. Ne laissez pas les mauvaises nouvelles ou les gens vous convaincre que c'était mieux avant. On devrait arrêter de se vieillir, je pense que nous allons perdre tous les jeunes qui écoutent cette émission. Oui, on va perdre tout le monde, en fait, si on continue comme ça. Sarah Riopel, merci beaucoup de vous être jointe à nous pour cette édition très spéciale du Mardi de Stu et nous ne laisserons pas passer plusieurs mois avant la prochaine fois. Parfait, merci. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.